Vous allez écouter des extraits de La femme de Varsovie de Salah El-Monsef, lu par Rim Nour. La visite du DUS. C'est par les récits hyperboliques de nos institutrices à la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile que l'événement fit d'abord éruption dans ma conscience d'enfant précoce. Dès le début du trimestre d'hiver, on nous apprit que la visite était prévue pour le printemps 1937. Pourtant, nous passâmes presque tout le trimestre à en entendre parler et à nous y préparer, tandis que la rhétorique de nos maîtresses devenait de plus en plus exaltée à mesure qu'approchait la date fatidique. La veille du grand jour, pendant le premier cours du matin, notre professeur d'histoire et de géographie, Signorina Cordini, annonça avec une émotion joyeuse que le moment était venu de nous révéler certains détails de la visite. Elle nous expliqua que le cortège de Mussolini traverserait notre ville tôt le lendemain matin en venant de la Via Balbia, la nouvelle route militaire tout juste inaugurée. Après une brève inspection de la promenade Mussolini, le DUS se verrait offrir un pur sang arabe lors d'une cérémonie privée dirigée par plusieurs chefs tribaux de la région. Ce présent de bienvenue offert par les sages de Cyrénaïque, comme elle les appelait, comptait parmi les détails les plus pittoresques que Signorina Cordini nous transmit dans son récit passionné de l'importance historique de cette rencontre. Au cours de la cérémonie du lendemain, nous dit-on encore, le DUS montrerait aux chefs régionaux le cérémonial glaive de l'islam qu'il avait reçu à Tripoli, affirmant également à Benghazi son titre de protecteur de l'islam. Après l'approbation des chefs tribaux, il entrerait dans la ville monté sur son étalon arabe, gardien bienveillant de la cité et de son héritage islamique. Enfin, notre institutrice conclut par la révélation la plus exaltante de toutes, nous annonçant avec fierté qu'un grand rassemblement était prévu le lendemain matin sur la Piazza del Municipio et que nous y assisterions tous, en simples spectateurs toutefois, puisque notre école était entièrement libyenne. Une petite tribune avait même été aménagée près de la mosquée, spécialement pour la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. Puis il arriva enfin, après les préparatifs fébriles, le repas spécial servi à l'école, l'attente nerveuse, conduit par un carabinier dans une voiture de commandement décapotable, suivi d'un important cortège d'officiers locaux, de fonctionnaires et de représentants de l'administration. Le DUS les laissa tous à l'entrée de l'école et pénétra seul dans la cour, suivi de son secrétaire et du carabinier, qui demeurèrent discrètement en retrait dans la pénombre de l'arche. À l'exception de cet officier, le DUS était le seul homme présent à la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile, le premier homme à pénétrer dans notre établissement pendant les heures de classe. Signora Taramelli et une autre femme affreuse vêtue d'un uniforme semblable des fasci femminili se tenaient au garde-à-vous près d'une des colonnes intérieures de l'arche. Derrière elles, nos enseignantes alignées en rang serré, puis l'infirmière, le jardinier et la cuisinière. Quant à nous, les élèves, nous étions rangés au milieu de la cour, comme une troupe militaire. Ma sœur et moi placés bien en évidence au premier rang, à côté d'une petite table sur laquelle reposait le coffret. Les yeux fixés sur l'arche, Zainab se tenait à quelques pas devant moi, sa fiche à la main, son dos en dallou droit, mince et fière, sa queue de cheval noir comme la nuit, luisant sur sa chemise italienne comme un gland de soie noire. Signora Taramelli échangea le salut fasciste avec le DUS et lui adressa quelques mots que nous ne pûmes entendre. Puis elle pivota légèrement et présenta ma sœur qui, selon les termes de notre directrice, avait rédigé une courte allocution de bienvenue pour notre DUS. Zainab se mit au garde-à-vous comme un soldat, tandis que Mussolini faisait quelques pas obliques en direction de nos rangs. Ses bottes noires de cavalier claquant sur les pavés avec un écho métallique d'une netteté sinistre. L'immobilité morte, presque contre nature, d'une cour de récréation remplie d'un peloton d'élèves parfaitement alignés et littéralement pétrifiés. Son teint était envahi d'une rougeur qui ressemblait à un accès de rage latente. C'était la première chose qu'on remarquait chez lui, avec l'expression figée que lui donnait son perpétuel froncement de sourcils et l'affaissement de ses joues. Une triste combinaison de bouderies et de grimaces dégoûtées,
la peau de son visage retombant de chaque côté de sa bouche. Mussolini portait le même uniforme militaire que durant le rassemblement. Cette étrange casquette gris étain ornée de l'aigle fasciste et l'uniforme assorti, si raide qu'il ressemblait à une armure de métal, lui donnant un aspect presque désincarné. Il demeura là, immobile, à quelques pas à peine de Zainab, contemplant notre formation en silence. Enfin, il tourna les yeux vers ma sœur, et son visage se transforma en une expression incompréhensible. Un mélange discordant de rictus aigre et de demi-sourire, comme s'il essayait maladroitement de composer une grimace bouffonne pour divertir Zainab, tandis qu'elle se tenait devant lui droite comme une lance. Sa voix cristalline résonna dans toute la cour lorsqu'elle commença à lire la courte allocution dans un italien si parfait que j'en fus gonflé de fierté. Et pourtant, à ce jour, je demeure incapable de me rappeler un seul mot de ce discours. Non que j'eusse peur, je crois plutôt que je me sentais totalement incapable d'éprouver la peur ou même de l'admiration. En vérité, toutes mes forces mentales étaient si intensément concentrées sur la tâche qui m'attendait que je ne parvenais pas à saisir les détails de ce qui se déroulait devant moi. Je vécus cet événement comme un pur état sensible et le sentiment qui m'est resté de cet instant demeure celui d'une fierté profonde et chaleureuse devant l'extraordinaire réussite de Zainab. Cette réussite avait manifestement trouvé très vite le chemin du cœur du tyran semi-bouffon qui paraissait si raide et congestionné, comme sanglé de force dans son uniforme venu d'un autre monde. Il haussa les sourcils, ouvrit les yeux tout grands et adressa à ma sœur un profond signe de tête, empreint d'une admiration respectueuse. « Brava, brava !» lança-t-il avec emphase en s'approchant d'elle. Puis il fit ces quelques pas raides et métalliques qui l'amenèrent devant moi et Signora Taramelli, désormais placée à mes côtés et lui demandant humblement d'accepter ce modeste présent de la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. Avant même qu'il se tournât vers moi, je saisis le coffret marqueté et fis un pas en avant, le présentant à plat sur mes paumes comme un plateau d'offrande. « Grazie !» dit-il en le prenant. « Come ti chiami, piccolina ?»« Mi chiamo Mariam Khaldoun » répondis-je, me rappelant qu'il n'avait même pas pris la peine de retenir le nom de ma sœur et supposant qu'il n'utiliserait pas davantage le mien pour me remercier. Je me trompais pourtant, et je fus surprise lorsqu'il répéta mon prénom à l'italienne. « Brava, Myriam, brava !» dit-il en ouvrant le coffret et en contemplant le présent offert au nom de notre école. Les babouches noires, brodées et souples comme du beurre, luisaient d'un éclat sourd, pareil à 2 cornes d'onyx posées côte à côte sur le velours bordeaux du coffret. Les formes mystiques des broderies berbères scintillaient en fil d'or comme d'incompréhensibles formules talismaniques. Je gravis les marches extérieures en courant et me laissai tomber sur le palier de ciment au sommet de l'escalier, là où la baie s'étendait devant moi comme un abîme à plat sous mon regard comme si j'étais couché sur la nacelle d'une grue, retenue au vide par la seule rambarde de fer forgé. L'air vif me râpait le visage, âpre comme l'alcool dans mes narines et saturé de l'odeur saumâtre de la mer. Chemise de nuit ou non, j'étais entièrement enveloppée, mon bacnoug étroitement serré de la tête aux pieds, cocon protecteur contre le froid de la nuit et le chaos qui se déployait au-dessus de moi. J'écrasai fermement mon menton contre la dalle de ciment, dont le grain mordait ma peau comme du papier de verre. En contrebas, la ville dormait, ses habitants recroquevillés dans leurs lits, paralysés par la peur ou dérivant péniblement dans leurs rêves. Qui le savait? Qui s'en souciait? Tout était ici dans cet air improvisé où je me sentais étrangement affranchie de leur impuissance endormie. Là-haut, j'étais vivante d'une manière que je n'avais encore jamais connue. Enveloppée dans mon bacnoug, je demeurais couchée aussi bas que possible, le menton plaqué contre la surface glacée. Mon cœur battait à coups redoublés, non de peur, mais d'une sensation infiniment plus grisante, une exaltation palpitante, ascendante, traversant chaque fibre de mon être. La nuit au-dessus de moi s'était transfigurée, vivante, embrasée par ces lanternes ambrées scintillantes qui descendaient du ciel. En bas, la baie était devenue un tableau tempétueux de rage et de vengeance.
Là où le ciel rejoignait la mer, l'horizon se zébrait de traînées d'incandescence blanc électrique qui oscillaient frénétiquement comme les lames de néon de titan. Les projecteurs fouillaient le ciel dans une agitation démente, leurs faisceaux éventrant fumée et brume comme s'ils tentaient de découper les avions de la RAF hors de la nuit. Les batteries anti-aériennes aboyaient en vent depuis le port, les ponts et les bunkers, leurs pointillés de feu dérisoires cherchant à atteindre les ombres insaisissables qui planaient au-dessus de nous, les plus grands aviateurs que le monde eût jamais portés. Chaque bombe éclairante qui incendiait le ciel me semblait une révélation. Allumé, éteint, allumé, éteint. Les éclats lacéraient les ténèbres d'une blancheur brûlante, laissant dans ma vision des rémanences qui palpitaient comme des figures dans un théâtre d'ombre. J'observais tout cela couché sur le dos, ravi et hypnotisé, comme si le ciel s'était transformé en une immense scène surgie d'un rêve fiévreux. Ce ballet furieux des auteurs semblait chorégraphié pour mes yeux seuls. Et d'une certaine manière, il me semblait bien que c'était le cas. Le spectacle se déployait au-dessus de moi comme un secret offert uniquement à ceux qui osaient chevaucher leur peur. Mon cœur s'emballait, non de panique, mais d'une joie si aiguë qu'elle en devenait sacrée. Cette beauté sauvage qui n'existait qu'à travers mes yeux, à cause de mes yeux et pour mes yeux, avait quelque chose d'enivrant. L'âcreté métallique de la poudre se mêlait aux vapeurs salées de la mer, emplissant mes poumons d'une brûlure exquise et impie. Et les cris des soldats dérisoires et disloqués montaient vers moi dans le vent comme un refrain grotesque. « Fuoco! Fuoco! Fuoco !» Leur désespoir me semblait lointain, leur impuissance sans importance dans mon sanctuaire aérien de ciment et de laine berbère. Comment aurais-je pu éprouver de la peur ? Quelque chose de sauvage et d'indompté s'était éveillé en moi, quelque chose qui comprenait cette nuit pour ce qu'elle était réellement, une révélation. Je me tassai davantage contre la plateforme, les bras repliés sous le bacnoug, la poitrine contractée par l'intensité de tout cela. Ma respiration venait par saccades rapides, chacune chargée d'une force que je ne savais nommer. Quel était donc ce sentiment, cette énergie incontrôlable qui me traversait de part en part, me forgeant en une créature d'acier et d'insoumission? C'était comme si une part de moi, longtemps demeurée endormie, avait été convoquée par le feu et la fureur, irrésistiblement attirée par la violence pure de cet instant. Les éclats dans le ciel n'étaient plus de simples explosions lumineuses. Ils étaient des battements de cœur, la pulsation rythmique d'une force immense et terrifiante surgie des profondeurs mêmes de mon être. Je ne comprenais pas cela, pas encore, mais je le vivais malgré tout et, à mesure que la nuit se déployait, je commençais à sentir qu'il s'agissait de bien davantage qu'un spectacle. C'était un appel. Quelque chose de plus vaste que moi avait traversé le chaos pour venir me réclamer, quelque chose de magnifique autant qu'horrible. La guerre, avec toute sa destruction et sa terreur, avait décelé une part de moi dont j'ignorais jusque-là l'existence. Face à une telle violence cataclysmique, je découvris une vérité sur moi-même. J'aspirais aux auteurs, à la folie, au danger, à ce seuil vacillant où l'être et le non-être se confondent, où la frontière entre l'extase et l'anéantissement se dissout comme neige au soleil. Et je savais avec une certitude qui à la fois me grisait et me stupéfiait, que quel que fût le sens que prendrait ma vie, quelle que fût la destinée que je découvrirais un jour, j'étais voué à rencontrer des moments semblables, des moments où chaos et clarté deviennent indiscernables, où la clarté naît du chaos. Des moments où le monde se réduit à l'affrontement nu et implacable entre la vie et la mort. Je demeurais étendu sur le palier, un côté du visage contre le ciment, l'autre tourné vers le ciel, suspendu dans l'immensité de la nuit. La rue Mahdi s'étendait sous moi dans un silence spectral, ses habitants inconscients de la merveille qui explosait au-dessus de leur tête. Ils dormaient enveloppés dans leur ignorance. Mais moi j'étais éveillée. J'étais vivante. Chaque scintillement de lumière, chaque embrasement semblait me chanter quelque chose, transpercé jusqu'à la trame même de mon âme. Le ciment glacé n'était rien, l'air humide de la mer n'était rien. Mon nouveau moi, dur comme l'acier, s'élevait au-dessus de tout cela. La ville autour de moi, le monde tel que je l'avais connu jusque-là, se détachait peu à peu.
irrémédiablement séparée de la personne que j'étais en train de devenir. Il ne restait plus que cette nuit, ce feu, cette symphonie de violence. J'en faisais partie, fil indivisible dans la grande et terrible tapisserie qui se déployait à travers le ciel. Et tandis que les bombes éclairantes éventraient encore et encore la voûte nocturne au-dessus de moi, révélant dans leur lumière irréelle les cibles offertes à nos héroïques visiteurs, je compris. J'avais été choisi pour voir, pour sentir, pour vivre cet instant. Ce n'était pas une simple nuit de guerre, c'était une visitation de feu, une révélation du chaos divin qui soutenait secrètement le monde. Et moi, petite fille intensément vivante sur un toit-terrasse, j'en étais le témoin. Étendu là, le visage tourné vers le ciel, tandis que les formes assoupies de la ville, en contrebas, sombraient peu à peu dans l'insignifiance, je compris qu'il était parfaitement naturel que le reste du monde dormît. Mais moi, enfermée comme je l'étais au sommet de l'escalier dans cette sorte de nid de pie improvisé, je n'avais jamais été aussi vivante, aussi libre dans ce lieu solitaire et sacré. Je regardais encore à travers la rambarde de fer forgé, comme si mon âme tout entière habitait chaque scintillement de lumière, chaque éclat de couleur, chaque fragment du temps. J'appartenais à cette nuit sacrée autant qu'elle m'appartenait, cette conflagration de feu sacré, à la fois actrice et témoin de cette visitation embrasée dans toute sa gloire dévastatrice. Le terrain de jeu frénétique de ces terribles anges soudain révélés dans toute la splendeur déchirante de leur violence. Il y avait bien sûr l'habituelle séance de chant sur la plage. Nous nous rassemblions dans l'abri couvert de palmes au sommet de la petite butte aménagée qui dominait la crique. Ce moment marquait toujours l'aboutissement de nos excursions, et notre directrice, concertina en main, semblait presque joyeuse. Mais soit elle ignorait, soit elle choisissait d'ignorer les présages du Ghibli qui s'avançait déjà depuis l'extrémité lointaine de la baie, cette rougeur d'ocre sombre glissant vers nous au ras de l'horizon oriental avec une lenteur trompeuse. Cette clarté diffuse qui saignait à travers le ciel en était le premier signe. L'air lui-même paraissait changé, impatient, s'abattant sur nous par nappes invisibles, les plus légers remous d'une descente imminente. Nous n'étions pas plus de 12 ou 14 cet après-midi-là, et nous étions donc assises assez confortablement le long de 2 bancs rustiques faits de poutres. Nos institutrices avaient disposé leurs pliants en demi-cercle sur la terre rouge avec Signora Taramelli, exactement au centre, le concertina posé sur les genoux. Avant même qu'elle commence à jouer, j'entendis distinctement Signorina Cordini murmurer « Cela va être un déchirement exquis, Aurélia. » Aurélia. Ce fut la première et la dernière fois que j'entendis le prénom de notre directrice. Elle se mit à jouer en se balançant doucement avec son instrument, et je me souviens encore de la mélancolie de cette première mélodie se répandant dans l'air, montant vers le promontoire occidental, puis glissant jusqu'à l'extrémité orientale de la crique, jusqu'au dernier enflement de sable près du parking à bicyclette, là où les dunes se déplacent à la plage blanche comme du sucre. Le disque oméga de la crique frissonnait déjà sous les premiers murmures du Ghibli, les risées scintillant comme des feuilles d'étain froissées. Nous étions toutes là-haut à présent, bercées par l'envoûtement de la musique, tandis que la plage en contrebas semblait vierge et intacte, comme si nous n'avions jamais couru, crié ni joué. Les premières strophes s'élevèrent peut-être avec hésitation du côté des enseignantes, mais nos voix à nous jaillirent pleines et sonores, tandis que les premiers frémissements du Ghibli se mélangeaient déjà à la texture même du soir finissant. Je me souviens de notre hardiesse, de notre insouciance presque radieuse, tandis que ce vent étrange exerçait sur nous sa magie. Les paroles coulaient de nos bouches avides de vie, et nous nous élevions avec elles sur le jeune Ghibli, suspendu à son charme, tandis que le monde de mort et de décomposition au-delà des dunes semblait momentanément annulé, tenu à distance. Le chant de Signora Taramelli et son concertina sentimental produisaient un effet grisant, presque narcotique. De simples vers jetés vers la mer comme des lignes de pêche, cherchant à happer les moindres pressentiments de désir ou d'espoir, les plus fragiles augures d'un élan encore intact malgré la guerre. Peut-être même le vent modulait-il son souffle erratique au rythme de notre chant.
ces bouffées brûlantes devenues caressantes, suspendues, accordées à l'harmonie sensuelle qui montait de nous. En cet instant, dans cette première montée du chant, il nous semblait que nous chantions toutes d'une seule voix de femme, portées par un même souffle, mues par une seule force intérieure et profonde. Et il semblait alors presque possible de retrouver en nous quelque chose d'innommable mais de précieux, quelque chose que le chant partagé aidait à invoquer et à retenir, ne fût-ce qu'un instant, contre les humiliations innombrables et les écrasements de l'âme infligés par les guerres interminables des hommes. Plus tard, lorsque je baissai les yeux vers la crique et aperçus la voiture près du parking à bicyclette, je crus d'abord que Pippo avait déplacé le landau, ce qui me parut étrange. Puis je compris mon erreur, c'était une voiture plus légère, coiffée d'une capote de toile grenat. Je vis Esther en descendre et sentis mon cœur chavirer au souvenir de la situation de M. Sands et des admonestations sèches de l'oncle Ibrahim dans son bureau. Pourtant elle était bien là, avançant d'un pas décidé le long de la pointe de dune qui descendait vers la crique, le visage empourpré par un enchevêtrement d'émotions illisibles. Ses cheveux étaient détachés, retenus seulement par une simple barrette. Puis je vis M. Sands sortir à son tour le chapeau de son épouse à la main. Il demeura immobile sur la pente près du parking à bicyclette. Le cordonnier portait un costume de plage en lin clair, des lunettes rondes et un panama. Il était difficile de distinguer son expression sous le bord du chapeau, mais toute son attitude trahissait l'inquiétude. Esther, quant à elle, continuait d'avancer vers le rivage avec cette démarche qui la rendait unique parmi les femmes de Benghazi, gracieuse mais ferme, féline mais résolue. Elle paraissait tournée vers un ailleurs intérieur, comme retenue par un profond courant de pensées inachevées que je ne pouvais qu'entrevoir. Elle marchait, oui, mais elle donnait aussi l'impression de s'efforcer de mémoriser quelque chose de complexe. Sa robe de rayonne crème boutonnée flottait dans le vent qui se levait, ses cheveux rejetés en arrière comme des langues de feu noir. Un instant plus tôt encore, je m'étais détournée du cercle des chanteuses pour un geste insignifiant, rajuster mon snood. Et voilà qu'un univers naissant tout entier s'ouvrait en moi. Mes lèvres continuaient de former les paroles du chant comme celles de mes compagnes, mais mon esprit s'était éloigné d'elles si profondément qu'il ne pouvait plus revenir. Tout mon être avait basculé vers Esther, vers la rage muette accrochée à sa silhouette, vers le cri silencieux lové au cœur de son geste désespéré. Ce n'était manifestement pas une simple promenade. C'était autre chose. Je le sentais avec une intensité bouleversante. Bien que je fusse incapable alors de le nommer ou même de me le formuler à moi-même. J'étais si démunie à cet instant, incapable de savoir, de nommer, de retenir, et le souvenir même de cette impuissance me brise encore le cœur tandis que j'écris ces lignes. Elle s'en allait, pas seulement loin de cette crique, pas seulement loin de cette heure, mais loin de nous tous. C'était son adieu à cette plage qu'elle avait aimée avec tant de tendresse. Et c'était aussi son adieu à moi. La femme de Varsovie se retirait vers quelque ailleurs spectral et sans nom de l'âme assoiffée, hors de portée de ma voix, de ma main, de mon amour. Elle ôta ses sandales de cuir d'un coup de pied et s'avança vers le ressac, ses pieds s'enfonçant dans le sable mouillé tandis que le ghibli arrangeait et dérangeait malicieusement les mèches de cheveux sur ses joues. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Sa robe fut saisie par une bourrasque ascendante, se gonfla comme une cloche de papier et révéla l'espace d'un instant à peine le bas d'un bikini bleu pastel bordé d'une dentelle rose pêche. Esther rabattit aussitôt sa robe sur ses cuisses des deux mains. Cette vision fugitive de dentelle frémissant contre l'albâtre de sa peau ne dura qu'une seconde, mais dans cet éclat de temps suspendu, quelque chose d'inoubliable prit racine en moi. Aucune des femmes que je connaissais n'aurait osé agir au nom d'un désir si intime, si précieux, qu'il appelait à la fois défi et transgression. En cette fraction de seconde, je compris à quel point elle différait de toutes les femmes que j'avais tenté en vain d'admirer, non seulement dans sa manière de parler ou de se mouvoir, mais dans cette façon qu'elle avait de puiser du courage dans sa propre vulnérabilité, osant revendiquer jusqu'à ses désirs les plus fiévreux,
les plus impossibles. Elle demeura là, dans le ressac, l'eau murmurant autour de ses chevilles, les langues écumeuses des vaguelettes venant lécher les courbes nues de ses talons. Ses bras pendaient maintenant le long de son corps, et même dans cet instant suspendu, distrait, je le savais. Esther ne paraissait ni tragique ni perdue, mais sereine jusque dans son retrait, emblème sculptural de l'adieu, immobile au cœur même du mouvement. Derrière elle, M. Sands hésitait au bord du sable sec, prenant soin de ne pas laisser ses chaussures toucher l'écume. Il la suppliait, je ne pouvais l'entendre, mais je le lisais dans l'inclinaison de ses épaules, dans le mouvement de sa tête, dans l'agitation inquiète de ses mains. Ses paroles se perdaient dans le vent. De l'endroit où je me tenais, il ressemblait à un couple silencieux, prisonnier d'un diorama mouvant. Une femme pleurant la perte de sa plage, fixant la mer tout en caressant l'idée douloureuse d'une baignade désormais interdite pour Dieu sait combien de temps. Et derrière elle, un mari désemparé, prisonnier de l'inutilité des consolations, des supplications, de la raison et de la retenue. Le chant continuait autour de moi, mais la musique me parvenait désormais comme de très loin, semblable à un air s'échappant du pavillon d'un phonographe impossible à rapprocher. Ma volonté était ancrée ailleurs, dans le tableau qui s'offrait devant moi, dans la douceur vacillante de la lumière sur l'eau où elle se tenait, dans cette âpre pâleur de séparation qui s'était drapée autour d'Esther comme une seconde robe. Pourtant, elle n'était pas seule dans sa tristesse, ni dans sa solitude, cela je le savais, car depuis le tout début, sans qu'un seul mot eût été échangé entre nous, j'avais absorbé les nostalgies et les douleurs de son humeur de Ghibli, comme l'atmosphère même de mon âme. Pourtant, elle n'était pas seule dans sa tristesse, ni dans sa solitude, cela je le savais, car depuis le tout début, sans qu'un seul mot eût été échangé entre nous, j'avais absorbé les nostalgies et les douleurs de son humeur de Ghibli, comme l'atmosphère même de mon âme. Aussi éloignée que je fusse d'elle, je pouvais sentir tout l'inexprimé du désir qui avait fini par l'habiter, palpitant à travers les caprices du vent qui se ruait sur la crique, à travers les assauts fiévreux de la marée agitée. Son désir était devenu si puissant qu'il semblait se transmuer dans les filaments mêmes du vent, ces vrilles invisibles et désordonnées d'air élémentaire que nous respirions désormais ensemble. Et moi, malgré toute mon attention, je ne pouvais rien faire d'autre que lui rendre témoignage, non par la pensée ni par les mots, non par le savoir ni par le geste. Aucun acte, aucune parole, aucun signe ne passait entre nous. J'apprenais une fois encore ce que signifiait assister à l'effacement de quelqu'un qu'on aime, habiter l'abîme de cette séparation, corps et âme, dépouillé jusqu'à l'illusion même de pouvoir intervenir. Le ciel changeait encore, s'abaissant lentement sur nous. Les cirrus le traversaient comme des traînées de safran dispersées. L'horizon oriental avait pris une teinte inquiétante, ceint d'un bandeau de brume sulfureuse qui scintillait comme une gaze enflammée. Bien que le soleil flottât encore au-dessus des palmiers, sa lumière était devenue spectrale, filtrée par le voile montant du Ghibli, un faux crépuscule éclatant bien trop tôt. La brume pêche pâle de la fin d'après-midi avait tourné à une pénombre lavande d'une étrangeté presque malsaine. Le soleil réduit à un disque de cuivre martelé derrière un rideau de poussière suspendu. Et le vent, lui aussi, avait changé de nature. Ce qui n'avait été qu'une danse sensuelle s'était transformé en saccage. Il avançait avec la force d'une pensée tue ou d'un hurlement de rage étouffée. Sa chaleur rebelle s'enroulait autour de nos robes, de nos gorges, de nos chevilles nues sur l'argile rouge. Il agitait tout, les roseaux, les mouettes tournoyant dans le ciel jusqu'au frottement léger de la poussière rose entre nos orteils. Autrefois simple brise, il était devenu une voix insistante grondant à nos oreilles, l'appel même de la force primitive qui avait conduit Esther jusqu'ici. Tout ce que nous ne pouvions dire, tous les désirs que nous n'aurions jamais osé formuler, encore moins accomplir, montaient en lui. Même les plus grandes filles se turent, comme si l'air dans nos gorges était devenu trop dense pour le rire ou la parole. Et je me surpris à repenser à ce proverbe touareg, et je sentis cette certitude s'appuyer contre ma peau comme la main du destin, que c'était cela. Cette crique,
Cet instant hanté par le vent était la dernière vallée de mon enfance. J'étais déjà engagée sur une autre route. J'étais déjà devenue quelqu'un d'autre, une voyageuse sans retour. Esther demeura immobile encore quelques secondes, comme pour absorber une dernière fois toute la plénitude de cet instant. Puis elle se détourna de la mer, lentement, délibérément. Son visage à demi éclairé par le faux crépuscule du ciel de Ghibli rayonnait d'une désolation si sereine qu'elle ressemblait presque à la paix. Monsieur Sands lui tendit la main. Elle ne la prit pas, mais acquiesça d'un signe de tête. Ils se mirent à marcher ensemble vers la voiture, le vent s'acharnant contre eux avec une brutalité obstinée. Elle ne se retourna pas. Derrière moi, le concertina entama en tremblant les premiers vers de Sul Ponte di Bassano. Les enseignantes chantaient avec davantage de vibrato à présent, leur voix se brisant sous l'émotion et sous le souffle desséché du Ghibli dans leur poitrine et leur gorge. Malgré la fatigue de leur voix, les paroles semblaient toucher quelque chose d'essentiel chez notre directrice, qui savait que ce serait notre dernière réunion au bord de la mer. Je ne comprenais pas encore pleinement le sens des mots, mais j'en sentais déjà la puissance prendre forme dans la ferveur tourmentée des visages de mes institutrices. Ces promesses de mains données et de cœurs enchaînés, de séparation que nul ne choisit, de départ qui laisse l'âme errante, orpheline et dévastée dans les terres désolées de la perte. Je me tenais alors au bord de deux mondes, celui du chant et celui d'un silence plus éloquent que tout ce que j'avais connu jusque-là. Dans mon esprit, je m'élevais déjà au-dessus de notre groupe, jetant un dernier regard sur ce pique-nique fatal, à moitié encore dans le chant, à moitié déjà consumé par le mystérieux couple et sa voiture. Le vent, semblable à une immense force magnétique, attirait tout vers son centre, les champs, la lumière, les feuilles, les voix, vers quelques noyaux indicibles de connaissances charnelles, de sensations et de pulsations. Il n'était pas cruel, seulement irrésistible, impérieux, une injonction gravée dans les courants immémoriaux de nos corps. Esther et M. Sands montèrent dans la voiture. Le cocher fit claquer les rênes. Les roues commencèrent à tourner. Et je le sentis, une traction intérieure comme si quelque ultime attache venait de se rompre. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était de l'émerveillement. Je venais d'assister à quelque chose que je n'oublierai jamais. Une femme revendiquant sa place dans le territoire de son désir, une plage devenue sienne. Elle était partie, comme cela, et le vent hurlait, de désir, d'absence, dans la voix d'un chagrin qui ne trouvait pas d'issue. Pourtant, lentement, comme sous l'effet d'un commandement divin, le Ghibli commença à retomber. La crique retrouva son silence, mais quelque chose avait changé pour toujours. Je le sentais dans la manière dont la lumière revenait se poser sur l'eau, dans le calme retrouvé des roseaux, dans l'étrange silence qui suivait un immense cri que personne n'avait entendu, hormis moi. Il était désormais temps de partir. Le soleil avait disparu derrière son rideau de poussière embrasée,
disques de laiton terni sombrant dans une brume lavande. Au-dessus de nous, les cirrus s'étaient défaits en longues traînées fumées d'ombres diffuses, tandis que le ciel oriental s'approfondissait en un jaune maladif, une clarté translucide et souffrante marquant l'entrée du Sahara dans ses agonies du soir. Le ghibli ne chantait plus, ne frémissait plus, ne fouettait plus rien. Il demeurait simplement suspendu au-dessus de la ville, immobile comme le souffle d'une attente longue et terrible, comme si le ciel lui-même s'était accroupi pour écouter les échos de la prochaine calamité. Vous venez d'écouter des extraits de La femme de Varsovie de Salah El-Monsef, lu par Rim Nour.